Alors, je voulais d'abord commencer par remercier les organisateurs de m'avoir proposé de conclure vos travaux. Je ne vais peut-être pas faire une conclusion. Enfin, d'ailleurs, de toute façon, avec le dernier slide, on a déjà eu une vision un peu resserrée des questions que vous avez pu aborder. Et puis, il se trouve que j'assume une fonction qui est, vous le savez peut-être, de création très récente, si bien que il me semble encore un petit peu utile de la présenter, ce d'autant plus que la vision que j'en ai et la manière dont les choses se sont passées depuis cette création font que le lien avec les sujets que vous avez traités m'apparaît justement absolument immédiat, resserré. Et donc, de la même manière que vous vous êtes préoccupé de savoir comment les métiers du livre allaient évoluer, en reprenant ces questions, eh bien je me proposais de vous dire que c'est aussi l'intervention de l'État qui est en train d'évoluer pour les mêmes raisons que vos métiers évoluent et que la fonction de médiateur est d'une certaine manière là un petit peu pour en témoigner. Voilà, ma présence ici, c'était l'occasion de vous expliquer un petit peu ce qu'est le médiateur du livre et de vous dire surtout que cette relation là, en vous ayant écouté aujourd'hui, j'ai pas pu venir hier, mais en vous ayant écouté déjà aujourd'hui, est absolument indispensable à l'exercice même de cette fonction. Parce que déjà c'est une autorité qui est réduite à sa quasi plus simple expression, hein, la médiation du livre. On écrit dans les courriers les services du médiateur, mais en réalité la médiation du livre c'est donc un magistrat qui reste magistrat par ailleurs, hein. Je suis conseiller maître à la Cour des comptes et mon métier premier c'est d'être conseiller maître à la Cour des comptes. Et une autre personne qui travaille avec moi. Donc la médiation du livre avec un très beau titre et un intitulé qui est celui d'une autorité indépendante. Donc je ne suis pas au ministère de la Culture, même si évidemment je suis très proche de ce ministère, que c'est le ministère de la Culture et de la Communication qui a porté la création de cette fonction et qu'en plus les bureaux de la médiation du livre sont au ministère de la Culture. Mais enfin néanmoins, ça n'est pas le ministère, c'est une autorité indépendante. Peut-être en introduction trois remarques qui vont d'ailleurs faire écho à ce qui vient de se dire et à ce que je viens d'évoquer. La première remarque, elle tient à la fonction de médiateur et à la manière donc dont cette médiation a été créée, qui m'amène à dire que le rôle du médiateur, alors en réalité c'est le vrai de toutes les institutions et sans doute de tous les métiers, ne sera pas exactement ou pas uniquement ce que ces promoteurs avaient imaginé, mais dès le début a été plongé dans une réalité qui était un petit peu différente. Alors je vous l'ai dit, la médiation a été créée très récemment. La loi qui crée le médiateur, elle date de 2014, donc on est vraiment au tout début. Moi j'ai été nommée en septembre 2014, donc ça fait un petit peu plus d'un an que j'exerce, alors que les libraires en particulier, enfin, en tout cas c'est eux qui avaient souhaité la création de cette fonction, portent ce projet depuis les années 90, donc depuis fort longtemps. Et on retrouve l'idée d'un médiateur du livre de manière systématique dans tous les rapports administratifs qui ont été créés, qui ont été publiés et qui traitaient de la question de l'avenir de la librairie ou de la situation de la librairie depuis 2003. Donc on est vraiment dans un exercice de création, de gestation qui a pris son temps. Et avec des acteurs, donc les libraires en premier lieu, qui pensaient avant tout à la relation commerciale qui existait entre les éditeurs et les libraires et qui est prévue en partie par la loi de langue de 81 sur le livre. Et finalement, bien sûr, cette fonction-là reste, je vais y revenir, partie prenante du rôle du médiateur, mais si la totalité de la filière du livre, en tout cas toute celle qui est immédiatement partie prenante de la loi, s'est finalement rassemblée pour dire oui, nous voulons un médiateur, parce que c'est les professionnels qui ont demandé la création de cette fonction et ça n'est pas une invention administrative.
c'est bien l'univers numérique, c'est bien la réalité du numérique qui a amené l'ensemble de la filière à adhérer ou en tout cas à accepter la création de cette fonction. Parce que le contexte du numérique, vous avez passé de journée à vous le rappeler, mais vous le savez, a conduit à rebattre les cartes et les relations ou les déséquilibres des rapports de force entre les différents métiers qui constituent cette filière du livre. Et finalement, on conduit les uns et les autres à se demander si on allait pouvoir continuer à réguler ce secteur, puisque la loi de 80, dite loi Lang, avait pour fonction de réguler un secteur. Donc le numérique est absolument au fondement, enfin me paraît en tout cas être important dans l'explication de la création de la fonction de médiateur lui-même. Et puis deux autres points qui me paraissent importants et qui irriguent un petit peu la manière que j'ai eu à exercer cette fonction depuis 2 ans et que j'ai retrouvé dans tous les débats et notamment dans la dernière table ronde, en tout cas moi que j'utilise régulièrement dans cette pratique. La première notion, c'est celle, alors est-ce qu'il faut dire chaîne du livre, est-ce qu'il faut dire interdépendance, est-ce qu'il faut dire, comme on le dit maintenant beaucoup, écosystème, avec, quand on passe d'un terme à l'autre, une vision plus économique, plus rigide avec la chaîne et plus diffuse, peut-être qui correspond mieux à un univers justement numérique quand on parle d'écosystème. En tout cas, quel que soit le terme, on a cette même idée qu'on ne peut pas toucher à un élément du secteur du livre sans avoir un effet sur un autre de ces éléments. Donc on ne peut jamais travailler sur la librairie sans se préoccuper de ce qui se passe du côté des éditeurs. On ne peut pas travailler sur l'édition sans se préoccuper de ce qui se passe du côté des libraires et évidemment du côté des auteurs. Les auteurs sont de toute façon omniprésent lorsqu'on est du côté de l'État, du côté de la régulation. Tous ces dispositifs ont pour vocation, et aussi ceux qui d'ailleurs en partie organisent votre métier, le métier de libraire, de bibliothécaire, pardon, pas seulement dans la dimension copie privée, mais d'une manière générale, on se préoccupe de faire vivre les livres, et derrière les livres ou à l'origine des livres, il y a évidemment avant tout des auteurs dont on espère qu'ils pourront être rémunérés de manière juste, comme le disent les textes. Mais en tout cas, il y a une imbrication totale, si bien que si la loi prévoit qu'un certain nombre d'acteurs ont la possibilité de saisir le médiateur et pas forcément tous, notamment justement pas les auteurs et pas les bibliothécaires en tant que bibliothécaires. À chaque fois que j'ai des questions à traiter ou que j'ai eu à traiter de questions, je n'ai pas pu faire autrement, si jamais j'en avais eu l'idée, de me préoccuper de l'ensemble des métiers qui constituent la filière, évidemment encore une fois les auteurs, mais aussi les bibliothécaires. Vous avez évoqué la question des abonnements, je vais y revenir, c'est un des sujets que j'ai eu à traiter. On ne peut pas penser abonnement sans penser justement offre des bibliothécaires, puisque des bibliothèques, puisque d'une certaine manière, pas d'une certaine manière, c'est bien un accès facile, diffus à des livres qu'on n'acquiert pas, qu'on n'achète pas. Donc on est bien dans des dispositifs qui se ressemblent. En tout cas qui ne sont pas étrangers les uns aux autres, et donc on est obligé de constamment penser à cet écosystème ou à cette chaîne. Et c'était évidemment, je pense, tout l'intérêt de ces 2 journées que de mettre ensemble les différents métiers, et en tout cas c'est pour moi extrêmement important. Et puis le deuxième thème, c'est justement celui de la désintermédiation ou de l'existence d'intermédiaires que vous avez très largement évoqué à l'instant. D'ailleurs, vous avez fini par vous convaincre qu'au fond, vous disiez la même chose. Et je partage assez cette vision. Je pense qu'effectivement, les métiers sont tous amenés à évoluer, et surtout les frontières entre les différents métiers évoluent. Mais moi, j'aurais eu tendance à présenter les choses aussi de manière un petit peu radicale et je dirais militante, en disant qu'il n'y a pas de désintermédiation et qu'en tout cas, l'enjeu aujourd'hui, c'est pas de faire comme s'il n'y avait pas de changement, c'est évidemment d'avoir conscience du fait que l'intermédiaire change peut-être de place et change de rôle, mais que peut-être que vous en êtes absolument
absolument persuadée, parce que vous vivez, je dirais, plus de 100% de votre temps avec cette fonction d'intermédiaire, mais l'environnement idéologique dans lequel on vit aujourd'hui, pas seulement économique mais aussi idéologique, consiste à affirmer qu'il n'y a plus d'intermédiaire. Et donc c'est contre cette revendication d'un certain nombre d'acteurs et pas seulement les opérateurs, et pas seulement les plateformes, mais je dirais dans le langage courant, dans la manière dont la presse peut rendre compte des questions qui nous concernent, et plus largement la manière dont les pouvoirs publics appréhendent l'évolution du numérique. Il y a l'affirmation qu'on n'aurait plus besoin d'intermédiaires. Et moi, ce que je vis, alors aussi parce que j'en suis convaincue par de convictions personnelles et professionnelles, par les métiers, les fonctions que j'ai occupées, et aujourd'hui encore dans cette fonction de médiateur. Alors en plus, je m'appelle médiateur, donc évidemment, ce serait difficile de dire que je ne crois pas à la médiation, mais c'est d'avoir une posture de revendication de cette fonction de médiateur, de médiation, et de contester le fait qu'il n'y aurait plus besoin d'intermédiaires, donc plus besoin ni de bibliothécaires, ni de libraires, ni d'éditeurs, qui seraient devenus totalement inutiles. Alors peut-être que ces médiateurs que vous êtes ne seront pas demain au même endroit, mais en tout cas, ce qui m'apparaît absolument certain, c'est qu'il y a un leurre, un mensonge à prétendre qu'on n'en a plus besoin, et donc qu'on doit avoir une posture un petit peu théorique, enfin en tout cas pas théorique parce que c'est la réalité, mais oui, idéologique, à revendiquer cette importance de la médiation, de l'existence d'intermédiaires. Alors comment j'ai eu à brasser ces thèmes dans ma fonction de médiateur? Et d'abord, qu'est-ce que ce médiateur du livre? Je voudrais simplement évoquer 4 points qui me paraissent importants pour comprendre son rôle. D'abord, je le disais, c'est une autorité donc indépendante qui tient la position du tiers pour résoudre des conflits. C'est pour ça que la loi prévoit que dans la plupart, de manière quasi exclusive, ce sont des magistrats qui peuvent exercer cette fonction. Donc une autorité indépendante, je l'ai dit, de création très récente, et dont le périmètre est extrêmement limité, précis, circonscrit, puisque j'ai à aborder 2 ensembles juridiques. D'une part, les 2 lois sur le prix du livre, donc la loi de 80 et la loi de 2011, livre papier, livre numérique, et d'autre part, des circulaires qui organisent les relations entre les éditeurs privés et les éditeurs publics, ou plus exactement qui sont supposés limiter, contraindre, organiser l'intervention des éditeurs publics, avec pour objectif d'éviter qu'ils interviennent de manière en déployant une concurrence déloyale à l'égard des éditeurs privés. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point qui en découle, c'est que je travaille essentiellement sur l'aval de la chaîne. C'est pour ça que je l'ai dit que les auteurs ne sont pas partie prenante de la médiation. Je traite la question du livre à partir du moment où il existe un objet livre, et essentiellement dans sa dimension marchande. Troisième point, bien qu'étant intervenant sur un champ donc limité, il me semble que l'impact de l'intervention du médiateur peut être assez large concernant la filière du livre, justement parce que même si je n'aborde que les relations entre libraires et éditeurs, pour dire les choses vite, l'impact concerne, du fait de cette imbrication entre les différents métiers, l'ensemble de la chaîne, et d'autre part parce que justement ces lois de régulation ont eu en effet un caractère très structurant pour la filière, et j'en veux encore une fois pour exemple cette question des abonnements, du lien qu'il peut avoir avec le projet PNB pour vous, et la manière donc, dont vous êtes amenés, vous et vos représentants, à discuter avec les éditeurs de cette question du prêt numérique. Et puis enfin, 4e point, comment est-ce que j'interviens? Quels sont les modes d'intervention du médiateur? Alors, c'est d'abord, je l'ai dit, une intervention pour résoudre des conflits, trouver des solutions de conciliation lorsqu'il peut y avoir un litige.
C'est une procédure qui est d'ailleurs un précontentieux obligatoire. Les acteurs sont obligés d'avoir recours au médiateur avant d'aller trouver le juge. Et d'ailleurs, si les livreurs ont demandé à ce qu'il y ait un médiateur, c'est qu'en réalité, ils n'allaient jamais trouver le juge parce qu'ils considéraient qu'ils n'en avaient pas les moyens et on imagine bien pourquoi. Et dans cette fonction un petit peu, je dirais, du quotidien, je n'ai absolument aucun pouvoir d'injonction, mais un simple pouvoir de recommandation et la possibilité de saisir moi-même le juge pour obtenir une bonne application de la loi si jamais les acteurs que je réunis refusent ou contestent la position que je peux tenir. Voilà, donc ça c'est le quotidien de la médiation, donc qui est fait de petits dossiers, petits entre guillemets, au sens où il s'agit simplement de résoudre un différend entre deux acteurs. Et puis par ailleurs, le médiateur a la possibilité, lorsqu'il est saisi, d'émettre des avis sur des questions de portée générale. Et là, on va vers une fonction de consultation. Et en fait, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé mes travaux. La première affaire dont j'ai été saisie était cette question donc, des abonnements illimités, et donc une question de portée générale. Et il y a un autre dossier qui est en cours qui concerne les marketplaces. Alors, la fonction médiateur n'est pas exactement définie comme ça. Comme je le disais déjà, de toute façon, elle a été créée essentiellement pour cette problématique de résolution de conflits, de litiges entre acteurs, et finalement c'est la question du numérique qui occupe quand même une bonne partie de mes activités. Et de la même manière, on ne parle jamais dans la loi de régulation, d'un régulateur, mais en même temps, parce que le médiateur est conduit à résoudre des différends, de cette manière à protéger une loi dont je veille à la bonne application, et en troisième lieu à émettre des avis ou à avoir une fonction plus large de conseil ou d'instance de concertation. On en arrive à cette notion un petit peu diffuse mais dont on parle beaucoup, qui est en tout cas très importante pour les régulateurs et les pouvoirs publics d'une manière générale, c'est cette question de la soft law, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à produire du droit dans un univers qui est lui-même extrêmement mouvant, flou et enfin surtout mouvant. Voilà, donc sans doute la création de la médiation du livre est-elle intervenue justement à ce moment de la vie des institutions publiques et à ce moment de la vie de la filière. J'évoquais comment moi je percevais la manière dont les acteurs de la filière se sont réunis sur cette idée d'une médiation, à un moment où on avait à la fois besoin d'une conception plus diffuse de la régulation, enfin je parle d'une régulation continuée, et d'autre part un mode d'intervention plus souple que le droit régalien tel qu'on a l'habitude de le pratiquer, notamment en France. Alors en même temps, ce faisant, on arrive à une conclusion un petit peu paradoxale parce que c'est en réalité au moment où tout le monde a peur de voir l'outil de régulation disparaître, se liquéfier justement dans le numérique, qu'on fait appel à la mise en place de ce mécanisme de médiation. Et finalement, est-ce que le droit qui organise la filière a vocation à continuer d'exister. Et donc là, effectivement, le numérique intervient, enfin, se confronte à l'existence même de la régulation. Ça, c'est après cette présentation un petit peu complète de cette fonction, la première question qui me paraissait importante de traiter en lien avec ce que vous avez pu aborder. Donc, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui penser réguler le système de la même manière que vous vous demandez s'il est encore possible aujourd'hui d'avoir des bibliothèques, des libraires et des éditeurs alors que peut-être on n'a plus besoin de personne. Et c'est exactement comme ça que la question m'a été posée d'une certaine manière pour le premier dossier que j'ai eu à traiter avec cette question des abonnements, puisque la formulation sur le plan juridique posée par la ministre elle-même consistait à dire est-ce que la loi de 2011, donc la loi sur le prix du livre numérique,
s'applique aux abonnements illimités, au moment même où on dit l'abonnement illimité, c'est le mode d'accès aux livres de demain, celui qui va prospérer. Alors j'ai répondu évidemment sur le plan juridique, ça grâce au débat parlementaire et grâce à une rédaction finalement qui n'était pas aussi précise que certains auraient pu l'espérer, qui ne disait pas ça ne concerne que la vente, qui ne disait pas ça ne concerne sûrement pas les abonnements. De toute façon, personne n'avait idée au moment qu'il pourrait y avoir des abonnements. Donc en prenant appui sur cette rédaction, j'ai effectivement pu dire que oui, la loi de 2011 s'appliquait. Mais en réalité, la question juridique n'intéressait finalement pas tant que ça les gens, parce que ce que les uns avaient en tête, enfin les uns et les autres, soit pour dire oui il faut continuer, soit pour dire surtout il faut arrêter, c'était qu'au fond, avec ces modes de consommation nouveaux, la régulation devenait simplement impossible. Ou qu'en tout cas il fallait soit réguler, soit renoncer à réguler, soit renoncer à ces modes de diffusion qui correspondraient aux attentes des consommateurs. Donc voilà, donc je ne pouvais pas éviter d'aller plus loin que la question de droit, même si c'est celle-là qu'on a traitée d'abord avec l'ensemble des intervenants de la filière, hein, qui ont tous évidemment été consultés. Ça a été 2 mois de travail de consultation assez intense. Et donc la question, elle est posée dans cet environnement que j'évoquais tout à l'heure, que moi je continue de penser idéologique, qui évidemment repose sur une réalité. Oui, c'est vrai, on a une mutation des mentalités, des modes de consommation, on préfère l'accès à l'achat aujourd'hui, ou en tout cas on raisonne davantage en termes d'accès que d'achat, même si on renonce quand même pas à acheter des livres ou autre chose. Oui, c'est vrai, ces modalités touchent l'ensemble des secteurs, non seulement culturel mais économique. Oui, c'est vrai, les modes de production ont changé, mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus le droit est-ce que ça veut dire qu'il faut nécessairement renoncer à un certain nombre de principes qu'on a posés et au principe même de la régulation? Et en fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est pour ça que je dis que c'est un débat idéologique, c'est qu'au fond, ceux qui étaient les plus rigides, ceux qui étaient les plus mécaniques dans la manière d'aborder la question, c'était ceux qui revendiquaient le plus la liberté du net, la désintermédiation et la souplesse, la modernité des modes d'accès. Puisque dans cette question de l'abonnement, ce qui a été beaucoup dit, et ce qui, moi, avant même d'avoir été saisi, m'avait frappé, c'était formidable, on va avoir des abonnements, quelle énorme nouveauté. Les journalistes parlaient d'offres révolutionnaires. Alors moi, même si, étant petite, je n'ai pas beaucoup pratiqué les bibliothèques, j'ai quand même beaucoup travaillé avec des bibliothécaires, mais enfin les bras m'en tombaient, parce que, comme je disais tout à l'heure, on est dans le secteur marchand ou pas marchand, mais en termes d'usage, quelle est la différence fondamentale qu'il y a entre une offre d'abonnement et une bibliothèque? Il n'y a pas tant que ça. En tout cas, ça ne justifie pas qu'on présente les offres d'Amazon et des autres comme étant quelque chose de complètement révolutionnaire, parce que c'est vraiment le terme qui a été utilisé. Et puis la deuxième chose, qui là aussi m'apparaissait complètement, extraordinairement rigide, c'est qu'on ne pouvait pas faire autrement dans le développement d'offres d'abonnement, si tant est qu'on veuille qu'il y ait une demande pour des abonnements, on ne pouvait pas faire autrement que de plaquer la mécanique qui a été mise en place pour la musique sur le livre, en ne tenant absolument pas compte des particularités, notamment des modes de consommation, même si je vais jusqu'à utiliser ce terme marchand, le mode de consommation du livre. Donc finalement, des interlocuteurs qui étaient assez paresseux et des commentateurs qui étaient assez paresseux dans leur manière de poser la question que j'avais à résoudre. Alors finalement, l'intervention du médiateur, et peut-être que s'il n'y avait pas eu de médiateur, on n'aurait pas pu le faire de manière aussi diffuse, parce qu'on a discuté avec l'ensemble des interlocuteurs, et y compris ceux qui offraient des abonnements. Mon travail a été essentiellement un travail de pédagogie de la loi elle-même, en rappelant quels étaient ses objectifs et ce qu'elle visait, donc l'absence et les outils qu'elle mettait en place. L'objectif, c'était avant tout d'éviter des pratiques de dumping, et l'outil qui permet d'y arriver, c'est de donner à l'éditeur
la capacité de fixer le prix, donc, en considérant que justement parce qu'il y va de son intérêt, il y avait moins de risques que de voir un prix dévalué que si c'était le vendeur qui avait cette maîtrise du prix. Et en disant cela, en réalité, ce qu'invente la loi de 81, c'est une autorégulation, parce que c'est au sein de la filière, c'est l'éditeur qui assure la régulation économique du système en ayant la responsabilité de fixer ce prix. Donc c'est certes un pouvoir, mais c'est aussi une responsabilité. Et en fait, en conduisant cette médiation, d'une certaine manière, j'ai été amenée à rappeler aux éditeurs que c'était bien leur responsabilité, qu'ils pouvaient être dans une démarche de test, sans savoir exactement comment les choses allaient se passer sur le plan économique. Il n'empêche que c'était à eux de réfléchir à la question du prix de location d'un livre. Donc pédagogie sur la loi et puis pédagogie sur l'intérêt de la régulation. Alors, évidemment, il aurait été bizarre que le régulateur dise la régulation sert à rien. Enfin, en l'occurrence, j'en étais assez convaincue comme tous les professionnels du livre, que cet outil de régulation qu'étaient les lois que sont les lois de 80 et 2011 ont été efficaces dans le maintien d'un secteur du livre dynamique aujourd'hui encore, que c'est une loi qui est efficace aussi précisément parce qu'elle est souple, que contrairement à ce que nous disaient ceux qui voulaient déréguler, la loi n'empêche pas les nouveaux modes, les nouvelles pratiques, n'a jamais empêché le livre numérique de se développer, enfin en tout cas n'empêche pas le livre numérique d'exister, et n'a pas vocation à empêcher, y compris des abonnements, des formules d'abonnement à se développer si la filière y trouve un sens économique et si les consommateurs expriment cette attente. Donc ce système de régulation n'empêche pas l'adaptation. Et c'est aussi un mode de régulation qui est efficace parce qu'il est impliquant, et là c'est peut-être ce qui est le plus difficile, c'est-à-dire qu'il suppose que les acteurs eux-mêmes prennent en charge cette régulation. Et c'est peut-être, en tout cas c'est au cœur, je pense, de ces 2 journées. Vous avez passé votre temps aujourd'hui à dire il faut prendre en compte ces évolutions, il faut changer les métiers, en tout cas avoir conscience que les métiers changent. Oui, mais c'est justement les professionnels qui le prennent en compte et qui le prennent en charge. Et en tout cas, s'ils ne le font pas, alors effectivement, il sera difficile de résister à des mouvements qui contestent, qui sont là pour contester leur rôle. Et en tout cas, résultat des courses, il n'est pas tout à fait atteint. Et puis, je pense que la question des abonnements continuera de m'occuper après. Mais en tout cas, tous les acteurs de la filière ont accepté, enfin les acteurs, les offreurs d'abonnements ont accepté de se mettre en conformité, alors qu'ils le disent non pas avec la loi, parce qu'ils estiment pour certains d'entre eux que je me trompe dans mon interprétation de la loi, mais de se mettre en conformité avec justement l'interprétation que le médiateur a donnée de la loi. Et donc ils sont en train, ils avaient jusqu'à la fin de l'année, donc je suis en train de les revoir, d'inventer de nouveaux systèmes qui préservent cet élément de régulation important qui veut que ce soit l'éditeur qui fixe le prix. Voilà. Après, ça ne résout pas tout, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui a été inventé en 81, ce système de régulation du livre, peut encore exister aujourd'hui. Et j'ajoute un point qui est là aussi propre au système du livre et qui me paraît vraiment intéressant par rapport à la connaissance que j'ai des autres systèmes, c'est que ce système de régulation est placé du côté de la consommation et pas du côté de la production. C'est un système de régulation par le prix que paye le consommateur et ne se situe pas au niveau de la production. Parce que dans d'autres secteurs, la régulation se fait par la production et évidemment, dès lors que l'on expatrie ou que l'on externalise la production, il devient très très difficile, beaucoup plus difficile que dans le livre, de maintenir le système de régulation. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose dont la filière du livre doit avoir conscience. C'est un système de régulation dont les autres secteurs peuvent être tenter peut-être pas de s'inspirer parce que c'est difficile de changer les systèmes de régulation, mais en tout cas d'y réfléchir. On a un système de régulation qui est plus adapté au numérique que peuvent l'être d'autres. Donc voilà, je pense que même en ère numérique, on peut continuer de défendre. C'est peut-être un petit peu naïf, mais en tout cas, si on ne le fait pas, si on ne défend pas le système de régulation, on est sûr qu'il ne pourra pas être préservé.
Ça, c'est pour l'objet de la régulation, mais vous l'avez évidemment perçu à la manière dont je vous raconte, la manière dont les choses se sont passées. C'est aussi la méthode de régulation, et là, là je pense vraiment à évoluer par rapport à ce qui s'est fait depuis 80 parce que le numérique est là, qui permet de confronter la volonté, de confronter positivement la volonté de réguler, la volonté de préserver un certain nombre de fonctions, de métiers, ou de revendiquer, encore une fois, ce rôle des intermédiaires, avec le numérique. Ce qui permet de le réaliser, c'est ce changement dans la méthode de régulation, et donc qui est lié à la création de la médiation du livre. Alors, bon, je peux en donner un autre exemple avec l'autre grande question qui m'a été posée, cette fois par les professionnels, les syndicats, du côté des éditeurs et du côté des libraires sur les marketplaces. Mais voilà, c'est la même dynamique que j'essaye de mettre en place. Donc, à partir d'une question qui m'est posée, d'utiliser des outils qui font vivre cette régulation, mais avec une méthode plus souple. Donc les marketplaces, vous savez ce que c'est, donc ces places de marché, ces plateformes qui justement permettent de mettre en relation un vendeur et un acheteur de manière a priori désintermédiée, et qui viennent illustrer ces changements de rapport à la propriété, le recours de plus en plus intense à l'occasion, l'économie collaborative et donc la désintermédiation, évidemment qui inquiète beaucoup tous les acteurs de la filière. Alors là, on est à la lisière du droit parce que c'est très difficile. On voit bien que ces dispositifs empêchent la loi, enfin en tout cas viennent perturber la manière dont la loi de 81 et la loi de 2011 sont appliquées. Enfin, là, en l'occurrence, c'est essentiellement 81 parce que c'est des ventes de livres physiques sur Internet, mais des ventes de livres physiques, de livres papier. Et on a une grande difficulté juridique à trouver la manière d'appliquer la loi, d'une part parce que ces plateformes ne sont que des hébergeurs, donc n'assument pas la responsabilité juridique de la loi, si bien qu'on a une dispersion totale des vendeurs et donc une difficulté à les toucher. Et par ailleurs, on a un processus de répétition, non seulement potentiellement de caractère massif, je dis potentiellement parce qu'on ne sait pas très bien exactement ce que ça représente économiquement, mais surtout d'infractions disséminées et renouvelées en permanence, donc très très difficile à appréhender. Et c'est exactement ce qui se passe sur la lutte contre la contrefaçon, enfin sur plein d'autres sujets qui doivent être traités aujourd'hui par les pouvoirs publics avec une certaine difficulté. Et donc justement, puisque cette question est abordée en termes de charte, d'autorégulation, d'investissement des professionnels, d'engagement des professionnels pour veiller à la bonne application de la loi, c'est ce qu'on essaye de faire, enfin c'est ce qu'essaye de faire aujourd'hui l'État pour la lutte contre le piratage et la contrefaçon. Et donc de la même manière, j'ai proposé aux professionnels de travailler de cette manière, donc il y a bien un intervenant public qui aiguillonne un petit peu la discussion, mais c'est au fond essentiellement un processus de responsabilisation des professionnels pour faire en sorte que la loi soit effectivement bien appliquée. Et ça, je pense qu'effectivement seul un médiateur peut le faire, qu'il soit institué de manière permanente ou pas. Seule cette notion de soft law permet de le faire, alors que la loi ou le règlement, donc un droit plus rigide, est trop rigide pour arriver à s'adapter en permanence à l'évolution des pratiques, des comportements. C'est vraiment une réflexion importante que je tire de cette fonction, et pas seulement de la fonction de médiateur, aussi de ce que j'ai fait avant, parce que j'ai été confrontée à l'impossibilité de légiférer d'une certaine manière face à une réalité économique, institutionnelle ou comportementale qui n'arrête pas d'évoluer. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour le fonctionnaire que je suis. Je pense que c'est une réflexion que les pouvoirs publics ont d'ailleurs engagée, puisque c'est maintenant comme ça qu'ils procèdent, et que les professionnels aussi doivent avoir, parce qu'encore une fois, ce type d'intervention
il suppose un droit qui existe. La soft law, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loi, ça veut dire qu'il y a un cadre qui doit être solide parce qu'il doit être connu et justement qui s'oppose à une loi qui se répéterait et s'adapterait, tenterait de s'adapter en permanence et qui deviendrait ce qu'elle est en réalité dans bien des secteurs aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement incompréhensible pour les acteurs et donc inemployable. Mais ça suppose aussi que les acteurs de la filière soient pleinement responsabilisés et soient partie prenante de la régulation, ce qui évidemment n'est pas absolument évident pour tout le monde, mais je pense que c'est extrêmement important pour cet avenir. Voilà, donc je conclue, hein, comme toujours je suis très bavarde, donc voilà, mais simplement encore une fois un petit peu de manière un peu militante, je crois qu'effectivement le numérique n'induit pas du tout d'abandonner ni le principe de la régulation ni les métiers que vous portez, que le numérique ne signe pas donc la mort des intermédiaires. Qu'en revanche, elle suppose que nous ayons une approche absolument dynamique, le plus transversale possible, le plus convergente possible. Enfin, ça, c'est vraiment très important d'organiser des réunions comme celle-ci et de militer de manière convergente. C'est ce que j'essaye d'inciter les professionnels à faire. Quand il y a des choses que chacun partage, il faut les défendre ensemble. Je pense qu'il est complètement vain d'avoir des comportements de solitaires qui laisserait penser qu'on peut se sauver de difficultés et laisser les difficultés pour les autres. Vous êtes tous concernés par les questions qui se posent et que nous avons tous intérêt aussi à regarder un petit peu ce qui se passe dans les autres secteurs pour essayer de trouver les solutions les plus convergentes et en tout cas utiliser les dispositifs les plus efficaces. Voilà. Merci beaucoup.